Alors, il va y avoir 2 ou 3 petites actus, ça dépend, je ne sais plus comment est-ce que ça se met, mais surtout la première qui est très importante. On va revenir sur le cas de Elias, 14 ans, qui avait été assassiné par deux grosses raclures, 2 grosses racailles, mineures également. Et les infos, les médias ont délibérément, peut-être, je dis bien peut-être, délibérément omis de partager des infos. En tout cas, il y a beaucoup d'infos qui étaient fausses et les parents ont tenu à rectifier tout ça. Donc, direction TPMP, nous allons checker ça pour la petite news actu du soir. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, on écoute ça avec attention et on réagira à la fin comme d'habitude. Un homme tué pour son téléphone sort du silence. Je voudrais dire bravo à ses parents pour cette lettre incroyable. Vraiment, voilà, je suis avec eux de tout cœur et franchement, c'est incroyable ce qu'on apprend dans cette lettre à Amaury. Alors on apprend plusieurs choses. D'abord, ils veulent revenir sur le côté factuel de l'affaire et corriger des choses qui ont été dites dans les médias. D'abord, c'est qu'Elias n'aurait pas refusé de donner son téléphone, il l'aurait cédé et aurait quand même pris le fameux coup mortel, ce qui, bien sûr, ajoute à la gratuité de l'acte et donc à sa sauvagerie. La deuxième chose qu'on apprend, c'est que ce coup mortel n'aurait pas été porté avec un couteau, mais avec une machette. En l'occurrence, c'est ce qu'on apprend dans le Parisien, une machette coupe-coupe, comme pour débroussailler dans la forêt, dans la jungle, ce que vous voulez. Que le mis en cause de 17 ans avait acheté un peu plus tôt sur Internet et dont la lame dépassait les 40 cm. C'est vous dire c'était vraiment une arme redoutable. D'ailleurs, lui-même l'appelait la zombie. Alors peut-être en référence à des films qu'il a vus sur les zombies. Et donc, si vous voulez, pour les parents d'Elias, à la fois l'arme utilisée, 40 cm, et le coup porté, ne laissait aucune chance à son fils qui a donc été touché mortellement. Ça, c'est pour la partie, j'allais dire, factuelle, pour revenir sur l'affaire. Ensuite, les parents d'Elias, dans un deuxième temps, demandent des comptes à la fois aux responsables politiques, mais aussi à la justice. Et d'abord, il déroule un certain nombre de questions. On ne va pas toutes les lire parce qu'elles sont très longues, mais je vais vous lire la première, où on sent vraiment qu'ils ne comprennent pas comment ce drame a pu arriver. C'est comment 2 adolescents armés, disent-ils, interdits de contact entre eux par la justice, défavorablement connus de la service de police et de la justice pour des faits similaires, ont-ils pu, en toute impunité, poursuivre leur exaction cette nuit-là. Et au-delà, j'allais dire, de ces questionnements, ils demandent des réponses fermes. Ils disent, voilà, il ne faut pas que la mort d'Elias ne serve à rien, il faut en tirer des conclusions. Et là, je vais vous citer quelques phrases. Elias n'est pas un simple fait divers. Elias est mort en raison d'une impunité. La mort d'Elias démontre que l'État n'a pas su protéger ses citoyens. Bravo. Si la justice doit être éducative, elle doit demeurer également répressive et protectrice. Nous ne demandons pas aux représentants des partis politiques, aux magistrats de ressusciter les disparus. Nous leur demandons de protéger les vivants. Et il y a aussi une phrase assez touchante dans cette lettre, c'est « Notre fils est mort, notre chagrin est immense, notre vie est détruite ». Ah, bien sûr. Alors, si je puis me permettre aussi, Cyril, il y a un article du Parisien qui est très intéressant. On apprend les premières auditions des 2 mis en cause de 17 et 16 ans, ce qu'ils ont dit devant la police. Et c'est assez stupéfiant de légèreté, de manque d'empathie. De débile. Voilà, celui qui a porté le coup mortel, il dit « J'ai rentré ma lame au niveau de son épaule, mais je n'ai pas tout rentré. Au début, je voulais juste déchirer son manteau, mais c'est rentré bizarre, je n'ai pas compris. » Alors évidemment, on parle d'une lame de 40 cm. Donc, ensuite, il dit « J'enlève la lame et je la regarde en mode je bouge pas. Je vois juste qu'il y a une sorte de buée, on dirait qu'il y a de l'eau sur la lame. Je recule un peu et je vois que la victime tombe. Elle se relève d'un coup et retombe et commence à trembler. » Et alors là, ce qui est lunaire, c'est que le complice, à ce moment-là, a demandé à Elias ses codes de téléphone qu'il venait de lui voler. Donc Elias commence à agoniser puisque son artère est touchée. Et eux, ils sont là en train de lui demander le code de son téléphone. Ensuite, le mis en cause rentre chez lui, filme les secours qui arrivent sur place et il envoie un SMS, un message sur Snapchat à son ami, à son complice. Il dit « Je crois qu'on a vraiment fait une dinguerie ». Et dernier élément, ce qu'on apprend très intéressant, c'est qu'on savait qu'ils avaient un passif assez lourd, mais l'un des deux, par exemple, est connu pour une bonne quinzaine d'affaires et lui-même dit à la police qu'il avait 1 à 2 affaires par semaine. Et son complice, pareil, adepte du racket, et comme il tournait mal, à partir de 2021, sa famille avait décidé de le renvoyer en Afrique dans sa famille d'origine pour le couper de toutes ses relations pendant 1 an. Et malheureusement, il va là-bas, il revient en France, il reprend ses mauvaises habitudes. Allez expliquer ça aux parents et d'Elias. Il y a le drame avec Elias. Allez expliquer ça aux parents d'Elias. Franchement, mais moi, quelle faillite de l'État. Excusez-moi, quelle faillite de l'État
quelle catastrophe. Vraiment, c'est pour ça que ça me rend fou quand j'entends certaines choses sur ce plateau qui vraiment... sur la sévérité nécessaire, on est d'accord. Je ne vais pas demander d'intervenir, merci. Oui, mais vous avez fait allusion. Oui, mais on n'est pas là pour parler de vous, là, merci. Okay. C'est bon. Merci en tout cas, Maury. Incroyable. Le Qatar menace de quitter la... Je vous le dis à chaque fois, hein. D'habitude, c'est 10 ans plus tard, il se passe quoi? Allez, il n'y a même pas besoin de 10 ans plus tard. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui se passe quand les parents sont totalement absents, quand il n'y a pas d'éducation et que les enfants se retrouvent seuls dehors. Et ils se retrouvent seuls dehors avec des gens comme eux, délaissés, dépourvus de cadre et d'éducation. Et ça donne quoi? Ça donne de l'escalade. Et je vous le dis à chaque fois, c'est d'abord on commence par des petites bêtises, on commence à faire des petits larcins, on commence à être un petit délinquant notoire, et après, ben, c'est l'étape supérieure, parce que quand on se fait gauler par la justice ne sévit pas derrière, il n'y a aucun suivi, il y a du laxisme, tout simplement, il n'y a que ça, et après, ça donne quoi? Ça donne des criminels, et là, voilà, nous avons un exemple parmi tant d'autres, ce n'est pas le dernier, les gars. C'est juste incroyable. Et je vous le dis clairement, hein, c'est la justice qui a le sang d'Elias sur les mains. Une partie en tout cas. Et pas que. Des Elias, il y en a énormément en Europe. Et ça court les rues actuellement. Pourquoi? Parce que nous avons une justice qui se chie dessus pour sévir. Car ils ont peur d'une escalade de violence. Mais je ne sais pas si on peut faire plus que maintenant. Je ne sais pas si on peut faire plus que tuer quelqu'un comme ça. Et c'est vraiment gratuitement, car le jeune Elias, 14 ans, qui avait carrément donné son portable. C'est un acte, mais totalement inhumain, gratuit comme ça. Et je me demande si c'est pas trop tard, là. Je vous dis à chaque fois, les gars, vous savez que Dieu pardonne, paix, amour, etc. Et moi, je suis pas Dieu, moi, je suis pas Jésus. Moi, quelque chose comme ça, je ne peux pas pardonner. Quelque chose comme ça, pour moi, c'est tu croupis à vie, en prison et réclusion à vie. Je veux rien savoir, je m'en bats les steaks de ton âge. Tu es juste quelqu'un, tu as une âme, mais tellement sombre. Je vous garantis, t'as l'impression que son âme, c'est un trou noir qui aspire toute la bonté et qui ne rejette que les mauvaises choses. C'est vraiment ça. Voilà. Il n'y a que des mauvaises choses qui émanent de ces personnes-là. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Désolé pour le coup de gueule. Bon, on va switcher, parce que si je reste dessus, je peux parler encore 1 heure comme ça, mais ça va te saouler. Ça va te saouler, et moi, ça commence à m'énerver en plus. Allez, on va passer à l'actu suivante. Peut-être que ça va me détendre. Tir de paintball, pneus crevés, voiture brûlée, une guerre en pleine rue entre Non, ça va pas me détendre. taxi et VTC, regardez. Y a le feu au dépôt. Oh putain, ça pète au dépôt. Voilà les gars, voici ce taxi qui se croit, qui se sent permis de tirer avec un flashball à 22h avec son taxi. Il se permet de crever les pneus à des pères de famille, voilà les gars, à des pères de famille. Voilà. C'est des darons. On essaye tous de s'en sortir, c'est des pères de... Allez les gars, attendez. On est le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ok, oui d'ailleurs après je dois aller avec madame. Mais TPMP ils ont mis ici le 25 du 1 2025. Eh les gars, TPMP vous faites de l'actu, vous avez 3 semaines de retard. Et il me semble que j'avais déjà vu moi cette vidéo en plus. C'est ça que je me disais, il y a un air de déjà vu. Enfin bref. De famille, t'as même pas honte. Eh nous on est dans le dialogue, ça sert à rien de sortir ça. Vas-y, tire. L'agression, t'as commencé. Voilà, bon, oui. Oui, c'est la guerre entre taxi et chauffeurs, notamment VTC et Uber à Moutier, là, et dans la vallée de la Tarentaise, parce que les taxis dénoncent des courses illégales pour des gens qui travaillent sur les plateformes en ligne. Donc du coup, il y a eu 3 VTC incendiés, le préfet s'en mêle, le parquet d'Albertville ouvre une enquête. C'est à côté de chez vous, ça, Isabelle. Quelques semaines avant, il y avait une altercation des chauffeurs Uber qui auraient menacé un conducteur de taxi. Un fusil aurait été sorti. Donc voilà, on le voit derrière vous. Donc il y a une gradation de la violence et
les scènes filmées témoignent d'une ultra-violence totalement inhabituelle. Merci. Allez, tout le monde fait ça. Andy Kerbrat. Ouais. Tout le monde fait ça. Oui, c'est normal, voilà. Une journée normale en France, une soirée normale. Ça se passe comme ça, entre chauffeur et VTC. Voilà. T'as l'impression que c'est un peu la politique, tu vois. C'est la gauche qui veut taper sur la droite et la droite qui veut taper sur la gauche, mais version bagnole. Tu vois, ouais. Moi, je conduis mieux que toi, mes courses sont mieux que toi, moi, j'amène les gens mieux que toi. Toi, tu sais pas rouler, moi, je roule mieux. Ben, c'est un peu comme ça la politique. Toi, tu m'en bien que moi. Toi, t'es trop con. Moi, je sais que mes idées, elles vont fonctionner et pas les tiennes. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise, les gars? Allez, la petite news actu se termine ici. Tu me dirais, espace commentaire, ce que t'en as pensé. Rien d'autre à ajouter. Promets, souhaite-toi des gens que tu aimes, paix, amour, la vraie, et que Jésus-Christ te bénisse. Bye. Fais très attention à toi.